l'instant, Aurélie Godefroy. Bonjour, c'est Aurélie Godefroy. On se retrouve pour Mieux vivre l'instant, votre émission hebdomadaire sur RZN Radio. Avec nos invités, nous comprenons l'importance de se poser en conscience, de s'ancrer, de méditer, de mettre sur pause dans notre vie quotidienne pour mieux vivre les différentes problématiques que nous pouvons rencontrer, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou encore émotionnel. Et j'ai l'immense bonheur d'accueillir aujourd'hui Éric Grange. Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy. Mieux vivre l'instant sur RZN Radio avec donc aujourd'hui Éric Grange. Bonjour Éric. Bonjour Aurélie. Alors, vous dirigez une agence de voyage, Oasis Voyage, dont vous allez nous parler plus amplement durant l'émission. Ce sont des voyages en conscience. Mais vous êtes également conférencier et vous avez publié 2 livres sur ces thèmes du voyage. Le premier s'intitule « Et mon cœur se remit à battre ». Le second, qui vient juste de sortir, s'intitule quant à lui « Et mon cœur attira les richesses du monde ». Alors, c'est de très beaux programmes. Est-ce que vous pouvez nous les présenter sans trop les déflorer quand même ? Oui. Alors, après, on va dire une trentaine d'années à voyager, j'ai eu envie de témoigner. En fait, j'ai accompagné de nombreux groupes à l'étranger et je mettais plutôt en avant les intervenants locaux, les grands prêtres, les brahmanes, les guérisseurs. Et des fois, le soir à table, mes voyageurs me questionnaient beaucoup sur moi, sur ma vie, etc. Et puis du coup, quelqu'un un jour m'a dit « mais écris un livre ». Et du coup, c'est de là où j'ai voulu écrire une autobiographie que j'ai romancée. En fait, ce sont des romans initiatiques, mais qui sont inspirés de mon vécu personnel. Donc c'est très biographique au départ. Voilà, c'est très autobiographique, c'est-à-dire que toutes les histoires que vit mon héros, Tony, le globe-trotter... Est-ce qu'on peut dire que Tony, c'est vous ? Ah, attention, on va vous démasquer. C'est en grande partie moi. C'est en grande partie moi. Et donc j'ai puisé dans mon vécu et j'ai structuré une belle histoire autour de tout mon vécu. Le premier tome est plus axé sur la guérison, cœur, corps, esprit, à travers des expériences que j'ai pu faire, notamment à Bali, mais aussi au Pérou, auprès de chamans. Et le deuxième tome, là justement, qui sort le 9 mars, est plutôt sur le fait de trouver sa place socialement, la relation à la prospérité durable à partir de principes spirituels, ce que moi-même j'ai mis en place depuis 15 ans avec mon agence de voyage pour créer du beau. Alors justement, j'aimerais qu'on y revienne avant de voir tout ce beau travail que vous avez fait avec cette agence. Est-ce qu'on peut revenir sur votre parcours, Éric Grange ? Alors, moi, depuis tout petit, j'ai toujours été intéressé par les dimensions intérieures de ma personne. C'est-à-dire, quand j'étais adolescent, je lisais des livres de psychologie. Et, c'est pas forcément courant. C'est pas forcément courant. Pendant que les copains allaient courir les filles, moi, j'étais avec mes bouquins de psychologie, quoi. C'était un petit peu étrange. Mais en fait, j'ai toujours senti qu'il y avait en moi un potentiel qui permettait de mieux me comprendre, d'aller explorer mes réactions, mes zones d'ombre, mes lumières. Et tout ça, ça m'habite depuis toujours. Et à côté de ça, et de façon très parallèle au début, j'ai été attiré par le voyage et de découvrir les magnificences de notre planète. Alors d'abord au niveau des paysages, après au niveau des humains, et après j'ai découvert que le point commun sur les humains de notre planète, c'était justement ce qui n'était pas humain. C'est-à-dire que quand je suis... par exemple, quand j'ai été au Yémen et que je regardais danser dans son vieux village du Yémen des hommes qui montraient leur tradition dans une spiritualité qui n'était pas familière à moi, je voyais leur beauté parce qu'ils dansaient une transcendance. Et ça m'a beaucoup plu. Et c'est devenu le dénominateur commun de ma quête dans le voyage. Alors,
J'aimerais qu'on revienne juste un instant sur ce thème de transcendance parce qu'il est fort. Oui. Et c'est vrai qu'en fait, il véhicule beaucoup de choses. Oui. Comment vous le définissez ? Alors, si je prends cet exemple de cette communauté que j'ai vue au Yémen, je trouve que par la danse, par les chants, ils vont aller s'approcher dans l'espace lumineux, justement, qui vont danser, qui vont chanter et qui vont peut-être contacter au-delà des mots, quoi. Alors c'est toujours très difficile d'expliquer cette dimension-là. Mais finalement, ça rejoint donc le thème de notre émission. Ils sont dans l'instant, c'est ça, ils accueillent. Oui, c'est ça. C'est absolument ce que j'ai vu et que j'ai trouvé magnifique et que après j'ai cherché partout et que j'ai pu trouver partout parce que ce soit les spiritualités aborigènes, que ce soit le chamanisme anka, que ce soit les tribus Maasai, ce qui est fabuleux, c'est que chaque fois, l'humain a créé, on va dire, des rituels, des cérémonies pour aller au-delà de lui-même. Et c'est ce qu'on va explorer dans quelques minutes, Éric Grange. Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy. Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'instant présent avec aujourd'hui Éric Grange. Alors Éric Grange, Jean-Jacques Charbonnier, qui est un médecin illustre, dit en parlant de votre livre notamment c'est un voyage initiatique pour découvrir l'origine de notre propre conscience. Quelle ambition! Oui, c'est la belle citation qu'il a fait. C'est vrai que cela me renvoie, l'image qui me monte là tout de suite, c'est quand j'ai été au sommet du Machu Picchu et qu'avec mon chaman favori, Paolo, on y a été avant le lever du soleil. Et nous nous sommes mis à un endroit très particulier, il y a une plateforme cérémonielle sur cet endroit-là, et nous nous mettons face au lever du soleil. Et quand les premiers rayons du soleil apparaissent, on sent en silence ces rayons caresser le haut de notre tête, notre front, et puis descendre sur notre bouche, puis notre cœur, notre ventre, et puis aller jusqu'aux pieds. Ça, on appelle ça une initiation solaire. C'est vraiment en très vieux rituel inca. Et je trouve que dans ce moment-là, que j'ai eu le bonheur de vivre 3-4 fois, effectivement, nous nous rapprochons de cette origine du monde, c'est-à-dire d'un espace toujours très difficile à définir, mais peut-être... Est-ce qu'on ne ressent pas aussi un sentiment d'unification, justement, entre l'univers, enfin la façon dont vous en parlez, c'est un petit peu comme ça que je l'entends. Alors, c'est très curieux parce qu'il y a à la fois une expérience, j'appellerais de solitude existentielle, c'est-à-dire où je me sentais seul, et en même temps, ça peut paraître irrationnel, où je me sentais relié. C'était deux dimensions qui coexistaient au même moment. Et ça, c'est juste savoureux, quoi. Ça doit être surtout très exceptionnel à vivre. Hein. Oui. Alors, on a évoqué votre parcours, votre intérêt très jeune pour les textes, mais il y a aussi autre chose, c'est votre rencontre avec Arnaud Desjardins, ce grand sage qui a établi donc son ashram en France et qui est absolument incroyable. Oui, pour moi, c'est l'une des personnalités culminantes du monde de la conscience. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en 2 mots de qui il s'agit ? Alors, Arnaud, c'est un homme, c'est au départ un journaliste. Qui a fait des films absolument incroyables sur les grands sages tibétains, notamment. C'était le premier. Hein. Et il faut savoir qu'à l'époque, il y allait en voiture, là-bas, en avec Inde. sa caméra au point. Avec sa caméra. Et que c'était diffusé salle Playel tous les samedis soirs en direct à la télé. Voilà. C'est incroyable. Mais c'était fou. Et il fallait des mois en plus pour aller là-bas. Et cet homme-là a suivi différents maîtres. Et du coup, il a atteint un niveau de paix intérieure et d'une bienveillance qui, personnellement, a touché mon cœur. Ça reste l'une des grandes rencontres de ma vie, je pense, la grande rencontre de ma vie. Et qu'est-ce qu'il a provoqué chez vous ? Je ressens comme une
une paix du cœur, c'est-à-dire aujourd'hui, le soir, quand je vais me coucher ou que la journée a été agitée, il me suffit de lire quelques paragraphes d'Arnaud et je contacte une sagesse qui est là, Et qui vous remplit. et qui me remplit, qui me touche, qui m'apaise et qui m'aide à me dissocier de ce à quoi je m'associais, peut-être par mon ego, par mon psychisme, et qui permet de mettre à distance ces dimensions-là pour aller vers quelque chose de plus profond, de plus apaisé, comme lui, il l'a si bien incarné, quoi. Ouais, c'est vrai qu'Arnaud Desjardins, c'était quelqu'un. Oui. Voyager en conscience, c'est grandir en amour, dites-vous. J'adore. J'ai écrit cette phrase il y a 15 ans et je la rechoisis tous les jours. Elle est multidimensionnelle, cette phrase. Voyager en conscience, bien sûr, c'est pas que le voyage extérieur, c'est surtout le voyage intérieur. Et c'est mettre de la conscience, c'est-à-dire, derrière le mot conscience, je mettrai le mot porter attention à ce qui se passe au moment où je le vis. Juste le regarder du mieux que je peux, visuellement, mais aussi auditivement et dans mon ressenti. Et de prendre acte, oui, en cet instant, voilà ce que je ressens. Donc en fait, c'est une question d'imprégnation aussi, Oui. par tous les sens. D'imprégnation, je reçois ce qui est autour de moi et à l'intérieur de moi, et en même temps, je l'observe depuis un espace qui est différent de moi. Donc je suis imprégné et en même temps observateur. Alors on va voir comment vous faites, Éric Grange. On se retrouve dans quelques minutes. Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy. Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience et accueillir l'instant présent. Une manière magnifique de le faire, c'est de voyager, de sortir aussi peut-être de nos zones de confort. Alors Éric Grange, vous disiez justement que c'était très important en fait, voyager pour vous, c'est grandir en amour, c'est ce que vous venez de nous dire, et donc de s'imprégner de différentes manières justement de ce que l'on peut découvrir dans ce voyage. Concrètement, comment ça se traduit ? Alors, je vais donner l'exemple de ce que j'ai vécu à l'île de Pâques. Il faut savoir, l'île de Pâques, c'est l'endroit le plus isolé du monde. C'est un petit triangle qui fait 20 km de côté. Et imaginez que vous avez 4500 km d'océan autour. Donc, nous sommes sur une île, déjà, il n'y a pas d'électromagnétisme dans l'air, et ça se sent. Et nous sommes sur une île où il y a ces fameux moaïs, ces statues érigées qui font à peu près entre 7 et 20 mètres de haut, qui pèsent des tonnes. Des statues de pierre immenses. Voilà, ouais. qui sont en périphérie de l'île, qui regardent vers l'intérieur de l'île, et dont nous ne savons rien. C'est ça qui est incroyable. Et ça fait ça. des années qu'on cherche, on ne trouve toujours Alors, pas. il y a des extrapolations, il y a des suppositions. Comment ces moaïs qui ont été excavés du volcan Raraku ont pu être, il y a 2-3 siècles, déplacés sur les bords de l'île, ça paraît absolument inimaginable. Donc ça reste l'un des grands mystères de l'humanité, comme les pyramides. Et j'aime beaucoup ce genre de mystère. Parce que face à ce genre de mystère, on peut aller chercher des suppositions, aller voir les légendes, etc. Et moi, ma façon de voyager, la première fois que j'étais à l'île de Pâques, et le premier moaï que j'ai vu, je suis resté juste assis devant. Et j'ai regardé ce qui se passait à l'intérieur de moi. D'abord, il est grand, il est lourd, je me suis posé beaucoup de questions, j'étais dans le mental, voilà. Et puis quand le mental a fini de poser un petit peu ces questions, mon esprit s'est élargi, l'endroit était assez calme, il y avait des oiseaux, il y avait la mer évidemment. Et puis je regarde ce moaï et là je suis en présence de je ne sais pas. Je ne sais pas et surtout j'aime ne pas savoir. Et ça, c'est le grand Donc c'est accueillir ce qui est. Voilà, c'est accueillir que je suis face à un mystère. Et après, c'est de jouer avec ce mystère. Mais c'est une sacrée leçon d'humilité aussi. Oui, humilité, puisqu'effectivement, on ne va pas dans les dimensions de l'ego qui veut savoir, qui veut comprendre, qui veut expliquer. Et là, on est tout petit déjà physiquement devant ces grands moaïs. Et on est de passage parce que nous, quand on aura quitté cette planète, eux, ils y seront encore.
Donc c'est aussi une forme de lâcher prise, Voilà. quelque part. Donc c'est ce qui m'amène à voyager en conscience, c'est grandir en amour, parce qu'au bout du compte, ça m'a amené à une dimension d'amour pour moi, pour ce Moai, pour ce qu'il y avait autour à ce moment-là. C'était l'une des grandes expériences, je qualifierais peut-être mystique, mais le mot est fort, Oui ou pas. qui m'a touché, quoi. Parce que c'est vrai qu'en vous écoutant, on se dit que ces expériences puissantes favorisent donc l'éveil de la conscience, ça on l'a vu, l'alignement avec notre âme, l'introspection pour harmoniser justement notre relation avec l'inconscient, ce qui n'est pas toujours facile, mais aussi le développement de notre intuition quelque part. Oui, oui, oui. Alors ça me renvoie beaucoup à l'île de Bali, parce que là-bas, ils travaillent beaucoup avec justement cette partie irrationnelle de notre être, et notamment l'intuition. Et j'ai des expériences assez incroyables avec des guérisseurs, puisque avec mes groupes, j'ai emmené peut-être des centaines de gens voir des guérisseurs, et je vois à quel point, comme ça, d'un coup d'œil, ils vont aller identifier on va dire, un dysfonctionnement chez la personne. Et c'est bluffant, quoi. C'est vraiment bluffant, quoi. Donc c'est plutôt là-bas où effectivement j'ai été ouvert à, à ces inspirations. Intuition, mais aussi inspiration nourrissante et messagère, on va dire. On se retrouve dans quelques minutes, Éric Grange. On va voir comment se déroule, peut-être plus précisément, un voyage en conscience. Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy. Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent. Aujourd'hui, à travers le voyage avec Éric Grange. Alors, Éric Grange, en fait, on se rend compte que c'est grâce aux rituels millénaires d'élévation de conscience, de pratiques de transcendance, de techniques de méditation, d'éveil des perceptions, d'attention aussi à la respiration, que le voyage en conscience est une expérience inédite. Est-ce qu'il y a un voyage en particulier qui est assez représentatif de tout cela ? Le premier groupe que j'ai emmené, ça a été Bali, la destination. Et on surnomme Bali l'île des dieux. Oui, c'est pas pour rien d'ailleurs, expliquez-nous pourquoi. C'est parce que là-bas, la pratique spirituelle est collective et elle est constante. C'est-à-dire l'individu, dès qu'il sort du ventre de sa mère, il rentre dans un continuum spirituel jusqu'à sa crémation. Donc l'apparition des premières dents, la puberté, le mariage, le décès d'un proche, tout cela est partagé spirituellement, mais de manière collective. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle les rituels, les rites de passage. Voilà, Ouais. c'est ce que j'appelle les traditions spirituelles du monde. Là, à Bali, nous sommes sur quelque chose de majoritairement hindouiste, mais il y a un petit peu de bouddhisme et un peu d'animisme aussi. Et ils ont développé une culture spirituelle qui leur est propre. C'est peut-être aussi l'avantage des insulaires, c'est qu'on a l'impression qu'ils peuvent développer quelque chose qui est très, très personnel. Et dans ce pays-là, donc du coup, nous avons tout un florilège de cérémonies qui visent à harmoniser la personne, soit à titre personnel, mais souvent à titre collectif. C'est-à-dire que, par exemple, quand on est malade à Bali et qu'on va voir le guérisseur, on emmène toute la famille avec soi. Le papa, la maman, frères et sœurs, parce que il se dit que si un individu de la famille a un dysfonctionnement, eh bien, cela concerne toute la famille. Et je trouve cette approche très intéressante. Ouais, c'est une vision plutôt globale, effectivement. Oui. Et en fait, la question que je me pose en vous écoutant, c'est est-ce que chaque personne est prête pour un voyage comme ça ? Est-ce que ça requiert quelques connaissances, une appétence spirituelle particulière ou... Quand j'ai des personnes qui me téléphonent avant de s'inscrire et qui me posent cette question, je leur dis, est-ce que vous êtes curieux d'une expérience ? Si vous êtes curieux, alors c'est bon, ça suffit.
tout le reste va se faire naturellement. C'est juste, il n'y a pas d'autres prérequis. Et j'irais même jusqu'à dire que moins il y a de connaissances, Et donc, moins il y a d'attente et aussi, peut-être. moins il y a d'attente, et plus la personne s'ouvre à ce qui va se vivre sur place. Oui, parce que ça suppose quand même vraiment aussi une générosité. Hein. Oui, c'est que sur place, il y a d'abord, par exemple, si nous sommes sur Bali, la première chose que nous faisons en arrivant sur Bali, c'est que nous faisons des offrandes pour les dieux. Et nous invoquons les dieux balinais pour qu'ils amènent à ce groupe et aux individus de ce groupe la meilleure expérience possible. Donc chacun confectionne sa propre offrande et nous confectionnons une offrande pour le groupe. Et ce qui est intéressant, c'est que dans sa propre offrande, l'individu va par exemple mettre du riz, et quand il dépose du riz dans son offrande, c'est le symbole de la prospérité. Où est-ce que j'en suis par rapport à ma situation financière? Est-ce que je suis satisfait? Est-ce que je suis en quête? Est-ce que j'ai des prières là-dessus? Il va mettre après, par exemple, des fleurs de frangipanier, et ça, c'est la situation sentimentale. Alors, où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Et puis, il y a toutes sortes de fleurs qui vont amener en questionnement, notamment la paix avec les ancêtres. Comment est-ce que je me sens par rapport aux ancêtres? Et qu'est-ce que j'invoque pour les dieux pour m'amener quelque chose, pour harmoniser ma relation avec mes ancêtres. Donc chaque participant, dès le premier jour qu'il arrive à Bali, se constitue sa propre prière. Et souvent les gens... Ce qui est important quelque part, parce que j'imagine que ça détermine la suite du voyage. Ah bah c'est fondateur. Oui. C'est fondateur parce que les gens déjà partent à la rencontre d'eux-mêmes et en plus s'ouvrent immédiatement à une dimension plus vaste et à travers en acte. C'est ça qui est très 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 chouette. Et après c'est tout en processus qui se fait, puisque on va les emmener dans des temples où il va se dérouler certaines cérémonies. On en reparle dans quelques minutes, Éric Grange. Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy. Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience de l'instant présent, avec aujourd'hui Éric Grange. Alors Éric Grange, on rêvait de Bali avec vous. Oui. Vous évoquiez les cérémonies dans les temples. Alors parce qu'en fait, ce qu'il faut préciser, c'est que lors de vos voyages, ce qui change un petit peu des autres voyages qui sont pas vraiment très slow tourism, comme on dit aujourd'hui, c'est que vous prenez le temps de vous arrêter, notamment dans des lieux de ressourcement, des lieux sacrés comme les temples. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Comment ça se déroule? Si nous continuons sur notre destination balinaise, quand chacun a constitué sa propre offrande, nous allons dans un temple particulier qui s'appelle Tirtha Ganga. Tirtha, ça veut dire source. Ganga, ça veut dire le Gange. Bien sûr, il n'y a pas le Gange à Bali, mais ça veut dire c'est les sources sacrées. Et là, nous allons déposer les offrandes devant les sources sacrées. Et après, il y a tout un processus de purification, c'est-à-dire que chacun est en tenue traditionnelle, blanche, et va s'immerger, tout habillé, alors là on rentre vraiment dans l'immersion locale, sur les 13 sources sacrées du temple de Tirtha Ganga, qui représentent les 13 segments de la vie pour les Balinais. Comme je disais, la prospérité, la vie sentimentale, la santé, il y a même aussi la paix avec les voisins, il y a toute la paix avec les ancêtres, et chaque participant est invité à sous l'eau sacrée qui lui tombe sur la tête, à réciter des mantras. Alors rappelez-nous ce qu'est un mantra. Alors en mantra, par exemple, ça peut être le grand mantra que l'on récite à Bali, comme on le récite ailleurs, c'est Om Mani Padme Hum, c'est-à-dire on va invoquer les divinités supérieures par rapport à une intention donnée. Par exemple, si je suis sur la source dédiée à la vie sentimentale, eh bien, je vais invoquer Om Mani Padme Hum, que ce que je vis actuellement, si cela me convient, perdure, soit continue à être source d'enrichissement mutuel, ou si je suis dans une frustration, à dire, ben voilà, amène-moi ce que je dois comprendre, ce que je dois changer, pour que de la frustration, j'arrive vers une satisfaction. Donc c'est vraiment une connexion à soi,
et à la vie qui se fait à travers ce mantra, qui met du son dans un rituel où on a déjà beaucoup de corps, faut s'imaginer, on est immergé dans les eaux sacrées, tout habillé. Oui, parce que moi je me mets à la place d'un Parisien qui a une vie complètement dingue, au rythme effréné, qui d'un seul coup se retrouve... C'est un petit choc. Bienvenue, en 48 heures, le groupe est déjà métamorphosé. Ça va très très vite, puisqu'en plus nous synchronisons ces rituels avec les pleines lunes, et du coup ce rituel par exemple que je viens de dire commence en général vers 10 heures du soir. On termine des fois à 2-3 heures du matin et les gens vivent quelque chose vraiment de puissant. C'est la partie purification, c'est-à-dire on a fait les offrandes et on a été se purifier, donc se nettoyer. Et après, les participants revêtent les beaux habits de cérémonie qu'on a préparés pour eux et ils vont dans la partie supérieure du temple qui est interdite aux touristes. Ils vont rencontrer le grand prêtre. Et là, ils vont recevoir la bénédiction. Ils vont recevoir une bénédiction du grand prêtre qui aura psalmodié, c'est-à-dire récité des prières à toute allure. On ne comprend pas trop des fois ce que c'est, surtout qu'en plus c'est un hindouisme. Et de ce fait-là, les gens reçoivent cette bénédiction qui est encore sous forme d'aspersion d'eau sacrée, envoyée par le grand prêtre, et qui va déposer des grains de riz sur le front, ce qu'on appelle le troisième œil, ainsi que des pétales de fleurs sur les oreilles. Donc tout le monde est déjà métamorphosé physiquement. Oui, et forcément ça impacte sur le psychisme. Oui. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on se dit qu'à la fois ce voyage est un voyage vers soi, donc individuel, mais c'est aussi une expérience collective qui est partagée. C'est ça. C'est fort. Hein. C'est ça qui est très apprenant pour nous occidentaux, c'est que en Occident, la spiritualité a tendance à se vivre individuellement, alors que par exemple en Asie, elle se vit collectivement. C'est en ciment social la spiritualité. Et c'est vrai qu'on l'oublie un peu trop souvent. Oui. On se retrouve dans quelques instants, Éric Grange. Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy. Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience et accueillir l'instant présent. Avec aujourd'hui Éric Grange qui nous emmène voyager aux quatre coins du monde. Alors j'ai retrouvé cette citation du Dalai Lama, le 16e, qui nous dit « Une fois par an, visitez un lieu où vous n'êtes jamais allé auparavant ». Alors ça, c'est un sacré conseil. Ça, c'est très très chouette. Il illustre bien à quel point le fait de sortir de ce qui nous est familier nous aide à grandir. Effectivement, quand on va dans un endroit où la température est différente, où l'alimentation est différente, où la langue est différente, nos sens sont sollicités différemment. Et les sens, c'est toujours les portes du divin, c'est toujours les portes du vivant. Et pour moi, c'est comme un projecteur qui se met sur nous, mais qui est inhabituel. Et nous nous découvrons dans des zones que peut-être nous n'aurions jamais rencontrées dans notre univers habituel, quoi. Alors, cette émission s'intitule « Mieux vivre l'instant ». C'est vrai qu'on est très attaché à la question de la respiration, de la méditation, puisque finalement la respiration, c'est le lien vital qui nous unit tous. J'imagine que pendant ces voyages, cette méditation occupe une place particulière, Éric Grange. Alors, nous faisons effectivement des temps de méditation qui ne sont pas majoritaires, on va dire, mais nous ponctuons certains voyages, ceux qui s'y prêtent, à des temps de méditation dans des endroits porteurs. Par exemple, en Inde du Sud, on a différents ashrams. Rappelez ce qu'un en ashram, c'est une communauté spirituelle où il y a un maître, donc en gourou, on dirait, au sens sanskrit du terme, c'est-à-dire en homme porteur de sagesse, comme on évoquait Arnaud Desjardins. Et de ce fait-là,
il y a différents donc ashrams en Inde avec des gourous vivants. On pense par exemple à Amma, ou des fois des gourous qui ne sont plus de ce monde. Je pense à Ramana Maharshi, qui est l'un des grands sages spirituels de l'Inde, dont la communauté vit à côté d'Arunachala, qui est l'une des grandes montagnes sacrées de l'Inde. Quand nous allons à Arunachala, nous allons nous imprégner de cette atmosphère de Ramana Maharshi, c'est-à-dire cette communauté qui vit encore imprégnée par ses enseignements. Et l'avantage du voyage, c'est que je trouve que les méditations souvent se font de façon dynamique, c'est-à-dire que le corps est en mouvement. Par exemple, à côté de cet ashram-là, il y a cette montagne sacrée. Et nous faisons, chacun à son rythme, le tour de cette montagne sacrée. Et les gens s'arrêtent là où ils le sentent et ils se posent. Alors certains vont faire attention à leur respiration, à leur inspire, à leur expire. D'autres se posent et sont peut-être moins familiers avec ces exercices-là, mais juste ressentent, parce que à cet endroit-là, depuis des siècles, des gens viennent dans une dynamique de profondeur, de reliance énergétiquement, à soi. en plus, ça doit être quand même très chargé. Et du coup, tout nous porte pour Ouais. aller dans cette dimension-là. Ça rejoint aussi la marche contemplative, d'une certaine manière. Oui, c'est de la marche contemplative. Moi, j'aime beaucoup ce mot contemplation. Et c'est vrai que dans le voyage, justement, nos yeux découvrent pour la première fois des lieux que des fois on a entendu parler. Et j'aime beaucoup ce premier regard que nous portons sur en lieu que nous avons des fois fantasmé et que nous découvrons pour la première fois. Et le mot contemplation est très puissant, puisqu'on peut rester en contemplation pendant 1 heure, 2 heures, devant quelque chose qui nous surprend, et qui va nous animer. Et alors, si on devait résumer, que nous permet le voyage, à la fois physiquement, mais aussi psychologiquement? Alors, je dirais... ma devise voyager en conscience, c'est grandir en amour, c'est-à-dire que dans mon expérience personnelle, le voyage m'apprend la tolérance. Et c'est une école pour mieux m'aider à accepter que l'autre a son propre référentiel et que ce référentiel m'échappe pour la plupart et que je peux remplacer mes jugements hâtifs par le seul fait de les observer, d'accueillir cette différence et peut-être de tourner mon regard vers l'intérieur de moi pour voir qu'est-ce que ça vient réveiller à l'intérieur donc de c'est moi. remise en perspective différente. Voilà. On poursuit dans la dernière partie de notre émission, puisqu'elle touche déjà à sa fin, dans quelques minutes, Éric Grange. Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy. Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire. On se retrouve pour la dernière partie, déjà avec Éric Grange, qui est notre invité. Justement, alors Éric, je vous posais la question de ce que nous apportait le voyage au niveau physique, psychologique. Et alors vous disiez que ce qui était important, c'était la tolérance, en fait, et c'était d'envisager peut-être sous un autre angle ce que l'autre pouvait présenter et nous apporter. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand nous sommes devant des cultures extrêmement différentes, je me souviens mes premiers voyages au Yémen, j'avais l'impression vraiment de changer de monde et même de changer d'époque. Et pourtant, face à ces personnes-là, ils sont porteurs d'une dimension qui m'a parfois été dévoilée lors de danse traditionnelle, comme je le disais au début, et ça m'a beaucoup touché. On a le sentiment que la mise en mouvement est très importante aussi. Oui, parce que c'est vrai que dans notre culture occidentale, la retraite spirituelle est souvent statique. Alors, je n'ai rien contre ça, mais il faut juste prendre conscience que c'est assez occidental, cette façon de faire. Et que dans la plupart des pays du monde, j'ai vu que
que les moments, je dirais, d'intériorisation se font étrangement dans le mouvement. On retrouve ça en Polynésie autour du mana, pratiquement partout ailleurs. Le mouvement, les gens cherchent Dieu dans le mouvement, quoi. Ou Dieu ou pas d'ailleurs, hein. Oui. En tout cas recherchent leur propre espace sacré bien souvent, Voilà, c'est ça. dans le mouvement. Et alors vous, si je vous demandais le voyage qui vous a le plus marqué en 30 ans, ce serait lequel ? Alors, j'ai beaucoup aimé la Polynésie, qui, au-delà des clichés qu'on peut avoir des plages paradisiaques, voilà, la population polynésienne est très connectée aux énergies du mana. Et, C'est quoi les énergies du mana ? L'énergie du mana, alors c'est ce que les Asiatiques appellent le chi, le ki, etc., sont les énergies de vie, quoi. C'est-à-dire que là-bas, quand les gens ont une souffrance, ils vont aller voir des sages qui vont invoquer le mana, l'énergie de vie, pour réactiver des choses qui sont peut-être endormies ou pour aller stimuler des ressources. Et j'ai beaucoup été sensible à ça aux îles Marquises, notamment à Ivaoa, où il y a des marae, donc des temples, où il y a la guide m'avait présenté des lieux dans ce temple qui sont présentés comme des lieux de guérison. Les gens s'assoient là et ils ressentent. Alors, ça peut sembler miraculeux comme ça. Des fois, les gens y vont, puis hop, la chose peut disparaître. Ou des fois, ils vont y aller en an. La chose va peut-être rester. Mais en tout cas, ce sont des lieux qui sont reconnus par les communautés locales pour être des lieux de guérison, et je trouve ça très intéressant. Oui, parce qu'il faut vraiment préciser que les voyages que vous proposez sont très 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 axés sur la guérison. On a parlé des guérisseurs tout à l'heure, mais c'est vraiment quelque chose qui est très important pour vous. Donc finalement, oui, ces voyages, c'est la découverte de soi à travers la découverte du monde, hein. Voilà, et c'est la guérison, mais aussi la croissance, qui sont deux termes qui sont reliés, oui. Merci infiniment, Éric Grange, d'avoir été avec nous, de nous avoir fait partager votre expérience. J'encourage nos éditeurs à découvrir vos 2 livres, donc publiés aux éditions Le Duc. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine à la même heure, et bien sûr sur RZN. Je vous rappelle que vous pourrez réécouter cette émission sur rzn.fr. Je vous souhaite une très belle et douce soirée.